Bonjour chers internautes, nous voici encore pour le compte de notre émission Congo Amour by SMI. Notre émission de ce soir reçoit à ma gauche les coordonnateurs de SMI. Il peut se présenter davantage. Oui, merci très cher journaliste. Merci de nous avoir reçus dans votre émission Congo Amour by SMI. Moi, c'est Monsieur Riziki Destin Maresso. Je me présente ici en qualité de coordonnateur de l'association SMI. SMI qui est sponsor de cette émission. SMI qui signifie Social Mountain of Intervention. Comme nous l'avons dit tantôt dans l'émission précédente, nous avons dit que SMI, c'est un ensemble de personnes, de femmes, des hommes qui se mettent ensemble pour agir, pour protéger, pour défendre les droits de l'homme et pour plaider les cas de ceux-là qui n'ont pas vraiment cette habilité de plaider leurs cas. C'est vraiment pour moi un plaisir d'être ici, monsieur le journaliste, et je suis vraiment très disposé à répondre à toutes vos questions. Merci. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. À ma droite, nous avons un autre invité. Il pourra se présenter lui-même. Très cher journaliste, merci pour la parole m'accordée. Merci aussi pour m'avoir invité dans votre émission Congo Amour by SMI. Je suis très ravi et pour moi c'est un honneur. Je réponds au nom de Maître Chiouza Ntakovadjira Tumba. Je suis membre du SMI, y compris chargé de contrôle des relations extérieures, et à ma qualité respective, pour ne pas l'omettre, je suis aussi conseiller juridique des SMI. Merci beaucoup et je suis ici pour répondre à vos préoccupations si pertinentes, si ça sera le cas. Et pour moi, c'est un honneur. Merci beaucoup, cher journaliste. Ok, merci pour tout le monde. Je crois que nous sommes tous présentés et cela fait un plaisir de nous voir, nous tous, au plateau de Congo Amour. Le point sera le commentaire du sujet qui est à chaud en ces temps-ci. Le sujet qui est à ce temps-ci, c'est la condamnation de M. Vital Kamerhe, qui était le directeur de cabinet de notre président, M. Félix Antoine Tshisekedi. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en dites, M. les Cordeaux, par rapport à l'arrestation et à la condamnation de notre fils du Sud Kivu à la personne de Vital Kamerhe. Oui, monsieur le journaliste, vous aviez parlé de l'actualité, du sujet qui fait l'actualité actuellement, s'agissant de la condamnation du directeur de cabinet de monsieur le président, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous, en tant que citoyens ordinaires, nous voulons aussi y revenir, de placer notre modeste commentaire par rapport à ce qui s'est passé. Et mon commentaire sera un peu relatif parce que je ne saurais pas vraiment dire, être penché du côté de l'opinion bukavienne ou penché du côté de la justice qui a fait son travail, du reste, que je considère la justice a bien fait son travail. Je ne saurais vraiment pas être penché ni d'un côté ou ni de l'autre, mais sinon je veux essayer un peu d'analyser, je vais essayer un peu de donner mon point de vue, d'abord en tant qu'un citoyen bukavien, congolais, mais aussi en tant que humanitaire. Et donc je m'en vais dire dans un premier temps que c'est vraiment un sujet de fierté pour moi, voir la justice de notre pays se saisir de ce genre d'affaires, parce qu'avant c'était vraiment un tabou. C'était un tabou de parler des autorités hautement placées.
de le placer sous mandat de la justice, sous mandat, sous enquête, mais aujourd'hui c'est chose faite, je ne peux que m'en réjouir, d'abord en tant que citoyen, en tant que Congolais, mais je m'en vais aussi placer une nuance par rapport à ce que je viens de dire, parce que vous savez très bien que nous, en tant qu'humanitaires, nous voyons comment le peuple souffre, parce que dernièrement, nous avons été sur terrain, nous avons été à Panzi, nous avons été à Bagira, nous avons été à Nyamugo, à Kadutu là-bas, pour sensibiliser contre la Covid-19, sujet qui nous revient encore une fois aujourd'hui. Et ma foi, Dieu seul sait comment notre peuple souffre. Et en tant qu'humanitaire, je ne peux que me réjouir. Et si réellement la justice commence à appréhender les gens qui détournent, les gens qui s'approprient à eux-mêmes, et ainsi que leurs familles et leurs familles politiques, qui veulent vraiment prendre l'argent du peuple et y toucher dans la caisse de l'État et se le distribuer. Et donc ici, la question de la distribution des ressources de notre pays se pose. Parce que vraiment, il n'y a pas seulement que celui-là, il y en a nombreux qui s'accaparent de ces ressources-là et laissent les peuples dans la misère. Voyez-vous vous-même, nous n'avons pas d'hôpitaux dignes de ce nom, nous n'avons pas d'écoles, d'universités, des routes. C'est maintenant qu'on commence un peu à asphalter quelques kilomètres dans notre ville de Bukavu, mais les routes reliant la ville à nos territoires restent indésirables, restent à déplorer. Et donc pour moi, c'est vraiment une question de joie, d'abord, parce que ceux-là qui sont supposés, je ne dirais pas qu'ils sont supposés, étant déjà condamnés, donc ces gens-là qui cherchent vraiment à toucher dans la caisse de notre pays, je ne peux que m'encourager de ce qui vient d'être fait. Mais pour parler maintenant en tant que peut-être Kivousien, parce que vous avez bien dit notre fils du terroir de la province du Sud Kivu, monsieur le journaliste, je ne peux que dire, moi d'abord, je ne peux pas considérer cette affirmation, parce que étant fils du Sud Kivu ou non, personne n'a ces droits-là. Il peut être mon père, il peut être ma mère, il peut être mon ami, mais si il fait des erreurs, vraiment, je ne peux qu'encourager la justice à faire son travail. Et donc, moi, pour encourager un peu les gens qui se posent cette question-là, pourquoi seulement Kamere, pourquoi seulement un natif du Sud Kivu, je peux leur dire, attendons voir, l'état des droits, il est, selon moi, tel que moi je vois, il est en marche. Et comme la justice commence à saisir de ce genre de questions, nous supposons et nous croyons, le président a promis bien sûr qu'il ne va pas fouiner dans le passé, et je lui accorde ça, mais espérons que après cette condamnation, s'il y a encore un citoyen congolais, kivousien, kassaïen, qui s'aventurerait à toucher encore dans la caisse de l'État, il trouvera la justice sur son chemin. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à ces commentaires de l'actualité en ce qui concerne la condamnation du directeur de cabinet et du chef de l'État. Merci, messieurs les coordonnateurs de l'SMI. Et j'aimerais, à ma droite aussi, que monsieur Toumba y place aussi quelques mots. Oui, merci encore pour la parole nous a accordée, chers journalistes. Et à ce qui concerne ces sujets-là d'actualité de l'arrestation, y compris la condamnation de notre père, frère, nous les Sud-Kivusiens, je dirais que je n'ai pas beaucoup de choses à dire là-dessus, puisque les cordeaux, comme vous l'avez si bien saisi, il a presque tout dit, mais néanmoins, ce que j'ai à dire en tant qu'agent humanitaire, c'est d'encourager la justice de bien faire son travail et de le faire d'une manière indépendante et aussi d'une manière aussi impartiale. Ça nous permettra de se retrouver ou bien d'être dans un état de droit, comme le dit notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est tout ce que j'ai à dire. Je n'ai pas beaucoup de commentaires là-dessus. Et merci beaucoup pour cette question. Merci. Je vois que vous tous, vous avez la soif que notre pays puisse aller de l'avant. Et ce qui est une bonne chose, ce que nous tous nous aimerions voir des centaines de kilomètres,
même des millièmes de kilomètres, faites par des Congolais avec vraiment volonté et honnêteté. C'est tout ce que tout Congolais attend dans ce temps-ci, parce que nous voudrions de nos dirigeants un nouveau république, une république qui s'intéresse aux demandes du peuple. Nous sommes vraiment contents pour ce point. Vous aviez débattu tous bien. C'était vraiment un honneur à notre patrie. Vous voudriez que notre patrie soit une patrie modèle. Et en plus, ça montre encore que nous sommes modèles, que les autres peuvent nous imiter. Parce que quand on incrimine un Durkab, c'est pas n'importe quel pays qui peut le faire. Donc c'est bien pour notre président. Il montre de quoi il est capable. Bon, le deuxième sujet que nous avons prévu en ces jours-ci est la journée internationale des réfugiés. La journée internationale des réfugiés qui s'est célébrée la semaine passée, c'était le week-end. Le week-end passé, c'était le samedi, si je ne me trompe pas. Je crois que c'était le samedi, et j'affirme que c'était le samedi, le 20 juin. C'est chaque le 20 juin qu'on célèbre la journée des réfugiés. Alors, étant humanitaire, je vais devoir vous demander comment est-ce que vous voyez cette journée, comment est-ce qu'on a célébré cette journée ici à Bukavu, et vous-même étant une ONG locale, qu'est-ce que vous aviez fait localement? Oui, merci beaucoup pour cette question. Cette journée, je suis vraiment déçu de voir que ici chez nous à Bukavu, cette journée, bien sûr, il y a certains qui en ont parlé, notamment les médias, mais vraiment les associations ne se sont pas emparées, nous y compris, c'est donc un regret. Et nous ne sommes pas vraiment préoccupés à parler de cette question-là, une question pourtant qui est très importante parce que, bien sûr, vous savez, vous êtes sans ignorer que notre pays, la République démocratique du Congo, compte aussi certains réfugiés dans des pays limitrophes, et que si les associations devraient vraiment s'en occuper, ça devrait leur apporter un réconfort, chose que nous n'avons pas pu faire, et que je doute fort que notre gouvernement aussi a pu faire, parce que je sais très bien que nous avons une agence qui s'en occupe, mais vraiment nous n'avons pas eu d'écho provenant de cette agence-là. Donc nos compatriotes qui sont dans des pays limitrophes, je suppose qu'ils n'ont pas eu grand-chose, et vous vous rendrez compte aussi qu'avec cette situation de Covid n'arrange vraiment pas les choses. Mais vraiment, moi je voudrais juste, par rapport à cette question, je voudrais appeler mes compères, donc certains dirigeants des associations, de vraiment songer aux mots qui amènent les gens à quitter leur territoire, et pas seulement les réfugiés qui quittent le pays ou qui aillent dans des pays divers, mais plutôt aussi les déplacés internes. C'est vraiment une question qui doit nous préoccuper, nous en tant qu'acteurs humanitaires, mais qui doit aussi préoccuper au plus haut sommet nos dirigeants. Et donc je n'ai pas vraiment grand-chose à dire par rapport à ça, sinon de constater que rien n'a été fait de la part de nous-mêmes, associations sans but lucratif, mais aussi de la part de notre gouvernement. Ces choses à regretter. Et aussi, ici chez nous, ça n'a pas vraiment fait écho, et pourtant on devrait en parler pour sensibiliser à la question, parce qu'il y a de nos compatriotes qui meurent dans des camps de réfugiés, il y a de nos compatriotes qui n'ont pas de documents, et que s'il pouvait y avoir vraiment un suivi, un plaidoyer par rapport à cette question-là, je suis sûr que ça pourrait leur apporter un soulagement. C'est ce que j'avais à dire par rapport à cette question. C'est donc une question de plaidoyer, une question d'en appeler à la conscience de notre gouvernement, aussi des acteurs humanitaires, à aller leur apporter les soutiens dont ils ont besoin là où ils sont, dans des camps de réfugiés, dans des pays limitrophes. Mais aussi, penser aussi à ces déplacés internes qui viennent de Fizi, qui viennent de Kalehe, qui viennent de Shabunda, qui viennent de Walungu, là où il y a des milices qui sont encore opérationnelles et qui tuent, massacrent, pillent et les amènent à quitter leur territoire d'habitation. Donc, Monsieur Le Cordeau, vous voyez que
nos réfugiés congolais n'ont pas les mêmes privilèges qu'ont les autres réfugiés, par exemple comme ceux qui sont en Ouganda, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de réfugiés congolais qui préfèrent quitter Congo pour aller en Ouganda, afin qu'ils puissent atteindre les pays d'Europe ou les pays d'Amérique. Est-ce que vous voyez qu'ils ont vraiment assez de privilèges que nous, que les prisonniers congolais, est-ce qu'ils ont assez de privilèges que les réfugiés congolais? Non, je ne dirais pas ainsi, parce que quand on est appelé à quitter son pays, ce n'est pas un privilège. Vous vous rendrez compte que si moi, je suis fier, je suis content ici où je suis, si je dois être amené pour une raison quelconque, que ce soit qui n'est pas bonne, à quitter mon pays et aller rester ailleurs ou aller chercher à aller à l'extérieur, je ne dirais pas que ça soit vraiment une bonne chose, parce que si la vie était bonne ici, si la vie était morose ici, je ne vois pas de raison qui m'amènerait à quitter le pays et aller en Ouganda, à Kampala. Et donc, j'ai pensé, quand vous aviez pris la parole, que vous alliez me poser la question, si, est-ce que là, en Ouganda, où il y a certains réfugiés congolais, ou au Burundi, est-ce que l'ACR ne prend pas compte d'eux pour demander au gouvernement ou aux ONG de les aider? Je m'en vais vous dire, monsieur les journalistes, qu'il n'est jamais assez. Vous vous rendez compte que quand on est dans un camp, on a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de se vêtir, on a besoin de beaucoup de choses. Et que si les agences onisiennes vous apportent seulement à manger, ça ne résout pas tous vos problèmes. Et donc pour moi, même ce fait-là de rester dans les camps pendant longtemps, sans pour autant avoir des pays d'exil ou des pays de réinstallation, c'est toujours un problème. Et donc ces gens, ces compatriotes qui sont ailleurs, ont besoin vraiment d'assistance, ont besoin de n'importe quelle aide, de n'importe quelle nature que leurs compatriotes, que les ONG de leur pays ou leur gouvernement pourraient leur apporter. Merci, monsieur Le Cordeau. Nous sommes vraiment satisfaits par vos propos. Et maintenant, je me tourne en face de monsieur Toumba, le maître Toumba, qui est chargé des relations aussi extérieures au sein de la SMI. Et monsieur Toumba, à propos du problème des réfugiés, j'aimerais que vous puissiez nous dire, est-ce que le Congo devrait faire quoi pour que ça puisse s'arrêter, cette habitude de créer des réfugiés? Parce que c'est comme si c'est nous-mêmes qui créons des réfugiés, ou c'est par nos problèmes que les réfugiés sont nombreux ou arrivent à venir. Oui, merci encore pour la parole. Premièrement, je crois que je ne suis pas la personne habilitée à bien répondre surtout à cette question, puisque nous sommes ici avec le Cordeau qui a presque dit des choses que moi aussi je devrais dire, parce que là-dessus on n'était pas informé, y compris aussi préparé pour ça. C'est un peu ça. Et je crois que le Cordeau a répondu à cette question, chers journalistes, pour ne pas le contredire et pour ne pas approfondir le débat. C'est un peu ça. Bon, donc je me tourne au côté du Cordeau. S'il a quelque chose à dire à propos de ça. Non, je pense que ici c'est le lieu à faire une promesse, je peux le dire. Nous sommes humanitaires et moi je pense que nous ferons de notre mieux pour que quand nous aurons des moyens, parce que c'est seulement les moyens qui nous manquent, nous sommes vraiment des gens qui aimeraient aller partout, trouver les gens qui souffrent, les gens qui ont des difficultés et leur apporter notre aide. Nous sommes une association bien sûr nationale, mais nous avons une vocation à œuvrer partout. C'est seulement les moyens qui nous manquent, monsieur le journaliste. Et donc, n'importe quand, si nous avons des moyens, nous maîtrisons très bien ce genre de situations et nous pouvons nous sentir vraiment heureux d'avoir apporté une aide, modeste que soit-elle, à nos compatriotes qui sont là dans les pays différents. Mais
pour revenir à la question que vous avez dit, si c'est vraiment nous qui créons des situations qui amènent nos compatriotes à quitter le territoire national... Qu'est-ce que vous pouvez faire à ce que ces situations cessent? Bon, je ne suis pas habilité, comme mon cher maître l'a dit. Vous pouvez donner quand même je ne suis pas habilité. des prérogatives à suivre, même aux autorités, même aux forces armées, parce que ce sont nos forces armées qui créent des situations difficiles. Bon, là, c'est une accusation gratuite, parce que notre armée, je ne suis pas ici pour... Non, je ne dis pas que c'est notre armée, ce sont des forces armées. Des forces armées, ça veut dire des milices... Voilà, oui. Les forces armées, les forces négatives. Négatives. Alors, donc, ces forces négatives-là, c'est une question sécuritaire. Et nous, en tant qu'humanitaires, nous ne faisons que déplorer. Nous ne faisons que déplorer le fait de voir que cet activisme des groupes armés continue à sévir dans notre pays. Nous ne pouvons que déplorer. Mais je ne dirais pas que ce sont nos forces armées ou nos forces armées, en quoi que ce soit, peuvent être incriminées par rapport à cette question-là. Mais plutôt, je dirais, et sans peur d'être contredit, que c'est la mégestion de notre pays. Nous tous, nous avons vécu ici, nous savons que dans des époques un peu lointaines d'aujourd'hui, il y a eu une mégestion de notre pays. Nos gouvernements se sont semblés, tels qu'ils se sont succédés, se sont avérés incapables de prendre soin de leur population. Et c'est comme ça que certains ont décidé d'aller chercher ailleurs, d'aller voir ailleurs si la vie pourra leur sourire de ces côtés-là. Et donc, tout ce que je peux dire par rapport à ça, j'affirme que oui, d'une part, nous avons une part de responsabilité, nous en tant que Congolais, notre gouvernement a une part de responsabilité, parce que notre gouvernement, en tant que bon père de famille, ne prend pas vraiment soin de sa population pour les nourrir, pour la vêtir, pour la sécuriser. Et c'est ça ce que moi je peux déplorer et dire que j'en appelais juste à la responsabilité de ces gouvernements, l'actuel gouvernement, qui nous a vraiment mis dans beaucoup d'espoir. Nous savons qu'ils vont parvenir à accomplir toutes les promesses qu'ils nous ont faites. Ok, je suis vraiment ravi par votre réponse, voyant que vous connaissez vraiment l'histoire de votre pays et vous savez comment est-ce que ce sont les autorités qui devraient faire à ce que nous puissions aimer notre pays et rester dans notre pays, ne pas détester notre pays, ne pas chercher à se réfugier. Maître Tumba, qu'est-ce que vous en dites aussi par rapport aux réfugiés? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour rester vraiment licites, de ne pas quitter leur pays, en fait qu'ils voient que leur pays est vraiment le terre propice, parce que beaucoup de réfugiés quittent leur pays parce que leur terre semble ne pas être propice pour eux. Oui, j'apprécie beaucoup, j'admire. Il faudrait que vous les poussiez les savoir, chers journalistes, vos questions. Néanmoins, j'aimerais préciser une seule chose. J'interviens ici pas comme maître, mais j'interviens ici en tant qu'agent humanitaire, avec mes qualités respectives et mes fonctions, mes rôles que je joue au sein de notre ASBL renommé SMI, tel que le Cordo l'a expliqué tout au début. C'est pourquoi je me limite à répondre en tant qu'agent humanitaire. Et en répondant en tant qu'agent humanitaire, tel que je l'ai dit ici, que le Cordo, je suis là avec le Cordo, et à mon égard, c'est la personne habilitée à répondre à ce genre de questions. C'est un peu ça. Mais c'est comme si et puis, c'est comme si c'était des fruits de questions. Non, je ne sais pas de fruits de questions, mais j'essaie de dire ce que je devrais dire. Vous comprenez ici? Parce qu'on est ici pour transmettre un message à nos compatriotes. C'est un débat. Ce n'est pas un débat comme tel. Parce que s'il s'agissait d'un débat comme tel, là, ça serait un peu compliqué. Nous ne sommes pas là pour ça. C'est pourquoi, chers journalistes, j'apprécie, j'admire beaucoup de m'avoir donné ces questions. Tout ce que je pouvais dire... En conclusion, sur Caméré et sur notre thème des réfugiés. Si, je l'ai dit en guise de conclusion, à ce qui concerne les dossiers du procès de 100 jours, condamnation, l'arrestation de Caméré, et sa condamnation jusqu'à aujourd'hui, même s'il a fait appel, et c'est son droit de faire appel. Là, je ne peux pas discuter ça en tant que, disons, politicien, tout ça, mais j'interviens en tant qu'agent humanitaire.
Et en tant que gens humanitaire, je dis et je vous dis, je le répète encore, surtout à haute voix, en disant que j'encourage la justice congolaise de bien faire son travail, d'avancer. Et en faisant ce travail, il faudrait que la justice soit quand même indépendante et impartiale pour nous permettre d'aboutir dans un état de droit comme l'a promis notre président Félix Antoine Tshisekedi. C'est ça. Merci, merci. Merci à vous. Merci. J'aimerais donner aussi notre cordeau, les cordeaux de la SMI, de placer aussi un mot de conclusion concernant Vital Kamerhe et concernant les choses des réfugiés. Bon, je n'ai pas vraiment grand-chose à ajouter à ce que j'ai déjà dit, parce que ce n'est pas vraiment les sujets d'aujourd'hui. Nous n'avons pas à nous attarder sur ça, parce que comme vous l'avez très bien dit, dans l'émission précédente, nous avions dit que cette émission, c'est une émission qui doit rencontrer les préoccupations de tout le monde. Ce n'est pas une émission seulement des gens hautement placés, des gens tellement détenant des grands diplômes. Ce n'est pas une émission des gens n'ayant pas étudié, mais c'est une émission qui doit rencontrer des préoccupations de tout le monde. Alors si nous nous attardons trop à cette question-là, ça sera comme si nous nous adressons à un public politique ou politicien, et pourtant nous voudrions que tout le monde se retrouve dans cette émission avec humilité, parce que nous n'avons pas grand-chose à ajouter. Tout a été dit, nous ne sommes pas des spécialistes en tout, mais plutôt nous pensons que notre intervention pourra apporter un petit plus, surtout par rapport à l'éveil de la conscience de notre population, surtout par rapport à l'éducation civique, parce que nous voudrions vraiment que le cœur, que les consciences des Congolais commencent maintenant à fonctionner, parce que nos têtes, nos têtes ont fait leur preuve. Partout on connaît que les Congolais c'est un type intelligent, détenant des diplômes, parlant couramment français et anglais, des langues internationales. Mais maintenant, si vous regardez notre pays tel qu'il est, c'est vraiment quelque chose à regretter. Et nous ne pouvons que ne pas nous réjouir de ça. Et c'est pourquoi nous en appelons franchement à la conscience des gens pour que cette émission puisse rencontrer franchement leurs préoccupations et les aider à avancer quant à leur conscience. Et c'est la raison pour laquelle nous intervenons ici en tant qu'humanitaire, parce qu'un humanitaire doit être épris d'abord de cet esprit humaniste, cet esprit-là qui lui amène à aimer son prochain, à l'aider à le tirer de là où il est, à un certain niveau vers un autre niveau de développement. Donc si cette intervention, aujourd'hui nous devons intervenir et que quelqu'un ayant suivi cette émission reste à un niveau là où il était, surtout par rapport à sa conscience, c'est toujours un regret. Et pour moi donc je n'ai pas à conclure. Comme très cher Ntumba l'a dit, il est aussi maître, il ne peut pas le nier. Bien sûr, il n'intervient pas ici en tant que juriste, mais il est, et c'est indissociable de sa personne. Et donc, il a dit qu'on a fait appel, et comme on a fait appel, nous espérons qu'il y a encore une longue procédure à suivre, parce qu'il y a encore des possibilités d'acquittement, tout comme des possibilités de condamnation. Nous ne pouvons pas nous attarder sur ça, mais nous encourageons seulement la justice, comme il a dit, à faire son travail dans l'impartialité pour le bien des Congolais. Et concernant les réfugiés, qu'est-ce que vous en dites? Concernant les réfugiés, j'ai demandé les gens à s'approprier cette question-là des réfugiés. Nous, comme citoyens, nous, comme acteurs humanitaires, nous, comme politiciens, nous, comme dirigeants, nous approprier cette question-là pour soulager un peu les souffrances de nos compatriotes qui sont dans des camps de réfugiés ailleurs, mais aussi des déplacés internes qui se retrouvent éparpillés sur le territoire national. Ok, c'est bon, nous sommes vraiment ravis et nous venons de terminer la première phase de notre émission en attendant la deuxième phase. Ok, très chers internautes, nous voici enfin pour vous présenter maintenant les sujets du jour. Notre sujet du jour qui s'intitule « Le patriotisme face à la gestion du Covid-19 et l'encadrement du peuple au patriotisme et à l'affirmation de leur identité ». C'est là notre sujet du jour. Donc, nous allons parler du Covid-19. Covid-19 qui fait ravage partout dans le monde.
la France, comme dans l'Union européenne, en pleure, les Africains aussi en pleurent, même l'Amérique pleure. Plus précisément au Brésil ces derniers temps, les gens meurent vraiment comme pas possible. Ok, maintenant, aujourd'hui, la première question est de savoir comment vous voyez les mesures. Est-ce que les mesures qui ont été prises par nos autorités sanitaires et nos autorités étatiques, comment sont ces mesures? Est-ce que ces mesures sont adéquates? Je vais aller devoir poser la question au cordeau. La question que vous posez, est-ce que les mesures sont adéquates? Nous commençons par dire nos condoléances à toutes les familles d'abord éprouvées par cette maladie, parce que nous savons très bien, nous avions suivi l'autorité provinciale, je crois que c'était la semaine antérieure, quand il confirmait que nous comptons déjà dans la province du Sud Kivu certains décès liés à cette maladie-là. Pour revenir à cette question que vous venez de poser, à savoir si les mesures sont jugées efficaces ou pas, je m'en vais vous dire que, comme je l'ai toujours affirmé sur ce plateau, je ne suis pas vraiment là pour critiquer les mesures édictées par les autorités quant à la gestion de cette pandémie, mais je peux apporter quand même un commentaire en tant que citoyen ordinaire. Et en tant que citoyen ordinaire, comme cette émission le veut aussi, c'est une émission de tout le monde, je peux dire que vraiment, la gestion de cette maladie, moi, ça m'écoeure. Ça m'écoeure. Je vois les autorités qui cherchent vraiment à protéger la population, mais la population reste inconsciente. Et donc, je m'en vais vous dire que l'encadrement de cette population laisse à désirer. C'est comme si le peuple est délaissé. Le peuple est délaissé. L'utilisation même des moyens de l'État. Les moyens de l'État ne sont pas vraiment utilisés dans un ordre qu'on peut apprécier ici. Donc, les hôpitaux, les aides, les marchés, la police elle-même, franchement, je décris cette façon de gérer. En tant qu'humanitaire, je trouve qu'il y a assez qui devrait être fait, mais qui n'est pas fait. Vous n'avez qu'à aller au cimetière, voir comment les gens arrivent avec leurs morts pour l'enterrement. Dans des camions qui passent, les gens ne se soucient même pas. Les cache-nez, la semaine passée, c'était vraiment rigoureux, le respect de ces cache-nez. Mais maintenant, les gens s'en foutent. Et donc, pour moi, j'ai décrit cette façon de gérer qui montre vraiment que nous sommes délaissés. Les autorités n'utilisent pas, franchement, les moyens de l'État comme il se doit pour contraindre les gens à bien respecter ces mesures-là. Parce que l'État, quand même, est tributaire de l'utilisation de ces moyens-là, voire même des revendications de sa monopole qu'il a, de la violence physique légitime. Mais l'État, franchement, n'en utilise pas assez. Et là, je m'en vais vraiment dire que je suis désolé, mais sachant réellement que cette maladie tue, cette maladie fait des ravages, et que si nous ne tenons pas bien, il y a même des autorités qui négligeaient. Vous venez de parler du Brésil. Les autorités négligeaient, mais maintenant ils sont en train de regretter. Entre guillemets, les gens disent que même le président burundais serait mort de la Covid. C'est parce que lui aussi négligeait ça. Et donc j'appelle vraiment notre population à prendre au sérieux les mesures dictées par l'autorité provinciale, et j'appelle l'autorité provinciale aussi à faire un suivi rigoureux par rapport aux mesures, par rapport aux moyens qu'il utilise, la surveillance de nos hôpitaux, la surveillance de nos marchés, la surveillance de ce que la police fait pour ne pas violer les droits de l'homme et tout ça. Donc je demande vraiment qu'un suivi rigoureux soit fait par rapport à cette question, par rapport à l'utilisation des moyens de l'État. Alors, M. Toumba, qu'est-ce que vous en dites par rapport aux mesures prises par nos autorités concernant la gestion des Covid-19? Oui, monsieur le journaliste, je réponds, comme je l'ai dit, toujours en tant qu'agent humanitaire, mais aussi en tant que juriste, en ma qualité respective de conseil de notre ASBL SMI.
je commence à nuancer au terme de l'article 16 de notre Constitution qui prévoit que la personne humaine, qui dispose que la personne humaine est sacrée et l'État a l'obligation non seulement de la respecter mais aussi de la protéger. Et en protégeant la personne et compte tenu de cette Covid-19, je vous assure que cette pandémie est trop dangereuse. Et trop dangereuse, c'est pourquoi j'appelle à toute la population, à tous nos compatriotes, surtout précisément à nos frères, jeunes et sœurs, ici à Bukavu, dans notre ville de Bukavu, au respect strict des mesures barrières édictées par le président de la République et l'autorité aussi habilitée à ces ripostes dans ces flots qui est les coronavirus. C'est pourquoi il ne faut pas négliger cette pandémie. Je tiens aussi à souligner que cette maladie, le coronavirus, cette pandémie existe et ça tue. C'est pourquoi nous devons nous protéger et protéger les autres. Tujikinge wa ndugu na itakuwa inatusaidia sana. Merci beaucoup, chers journalistes. Je crois que, en grosso modo, j'ai très bien répondu. Ou bien j'ai apporté quelque chose à cette question. Merci, M. Toumba. Tout a été bien fait. Je vous remercie d'ailleurs pour ça. Vous avez bien parlé à propos de ça. Et il y a la deuxième question à propos de ça, toujours dans le sujet de Covid-19. Et maintenant, ici à Bukavu, il y avait des morts. Par-ci, par-là, on a entendu des morts. À Bagira, il y avait des morts. À Ribanda, il y avait des morts. À Kadutu, il y avait des morts. Est-ce que vous ne croyez pas que ces morts étaient venus à cause de Covid-19? Est-ce que vous ne pensez pas que ces gens sont morts de la Covid-19? Oui, merci, monsieur le journaliste. Moi, je continue sur cette lancée-là d'indignation. Donc, je continue à déplorer la gestion. L'information elle-même, hein, vous vous rendez compte, l'information elle-même. C'est comme si mourir de la Covid-19 ou souffrir de la Covid-19, pour nous ici à Bukavu, c'est un tabou. Et je commence même à penser que ce flou-là est entretenu ou voire toléré par les autorités. Et donc, la communication, l'information. L'autorité provinciale avait dit tantôt qu'il y avait, 4 décès à un moment donné, avant même le confinement. Et maintenant, on ne sait pas trop, c'est combien. Les statistiques s'élèvent à combien de morts. Et tous ces morts-là que vous venez d'évoquer la semaine antérieure, qui mouraient, en tout cas à Bagira, ici dans la ville, beaucoup de gens ont péri. Et il y a un flou qui est là. On ne sait pas s'ils étaient morts. Ces personnes-là étaient mortes de la Covid ou bien d'autres choses. Les gens disent non. Écoutez, il y a des gens qui allaient à l'extérieur, prenaient des médicaments et maintenant les médicaments n'arrivent pas. C'est la raison pour laquelle il y a un taux élevé de décès dans la ville. Bon, l'information. Donc c'est une information que les gens de la rue ou certains, c'est pas moi, certains citoyens font circuler que les gens meurent parce que. Maintenant, que fait l'autorité provinciale? Ces morts-là étaient-ils dus à la Covid-19 ou pas? Donc il y a cette question-là qui n'est pas bien traitée par rapport à la communication, et j'en appelle aux associations, j'en appelle aux dirigeants de bien vraiment voir comment informer, parce que c'est là la prévention. Bien sûr que nous ne sommes plus dans la phase de prévention en général, mais nous pouvons dire que pour certains qui n'ont pas encore attrapé cette maladie-là, la prévention peut toujours jouer. Et donc la prévention va aussi de l'information. Donc si vous êtes mal informé, vous ne pouvez rien prévenir.
Donc l'information, j'insiste sur l'information, j'insiste sur la gestion de cette information-là. Les autorités devraient, pas seulement les autorités, mais aussi les mandataires, les gens qui ont ces mandats-là publics, les personnes de la santé, toute personne qui a ces mandats-là, de bien s'approprier la vie des Congolais, de s'approprier la vie des Sud-Kivusiens, comme si c'était la vie de leur famille, la vie de leurs enfants. S'ils parviennent à faire ça, je pense que nous pouvons arriver quelque part et notre population pourra être sauvée. Parce que c'est une petite maladie qui peut disparaître par des traitements, qui peut disparaître par des mesures préventives adéquates. Et donc, j'en appelle à ces détenteurs-là des mandats publics de bien faire leur travail pour que cette maladie, nous puissions la bouter dehors de notre province et pourquoi pas de notre république. Ok, merci. Donc, vous déplorez seulement l'information et la prise en charge vraiment de cette maladie, la prise en charge des préventions, vraiment, c'est ce que vous déplorez. Maintenant, je me tourne du côté de Maître Toumba, chargé de l'extérieur au sein de la SMI. Qu'est-ce que vous en dites par rapport aux morts qu'on a connus la semaine passée, même cette semaine, il y a d'autres qui sont morts. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'ils sont morts de la COVID-19? Est-ce que c'est la mauvaise gestion ou comment? Oui, merci beaucoup pour cette question. D'ailleurs, j'avoue que j'apprécie beaucoup cette question. Puisque on ne sait pas comment se comporter, on ne sait pas quoi faire du tout. Et qu'en principe, ce sont les autorités habilitées, surtout ce qui concerne ces ripostes, les autorités dans la riposte de ces flots qui est le coronavirus, qui sont habilités à nous informer de la situation. Et dans le cas d'espèce, concrètement, dans ce qui se passe dans notre province, ville de Bukavu, on ne sait pas. Est-ce que c'est le coronavirus? Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est quoi? On ne sait pas. Et pour bien répondre à cette question, je crois qu'on n'a pas de précision là-dessus. Néanmoins, je tiens toujours et je reviendrai assez régulièrement pour nous, pour vous, en vous rappelant les différentes mesures barrières édictées par les autorités, notamment notre président de la République, y compris aussi l'autorité de la riposte contre ce flot qui est le coronavirus, qui est là pour ces mesures qui sont très importantes et pour nous, et ça va nous permettre aussi de s'en sortir surtout à cette pandémie. C'est un peu ça, chers journalistes. C'est un peu ça ce que j'avais à vous dire quant à ça. Ok, vraiment c'est assez édifiant. Nous voyons vraiment c'est bon, mais vous n'êtes pas vraiment en connaissance si ces morts sont dus à la COVID-19. Vous n'avez pas de précision. Vous ne savez pas comment c'est arrivé, mais ça peut être une nuance de COVID-19 d'après vous. Donc, il y a une question de doute là-bas. Et ce qui est vrai aussi, parce qu'on n'a pas vraiment à 100% à dire que ce sont des gens qui sont morts de la COVID-19. Mais il y a une nuance, parce que il y a de ceux qui sont morts et leurs voisins aussi sont morts aussi. Donc, il y a quelque chose de COVID-19 là-bas caché. Bon, au fait, ce n'est pas une chose à confirmer. Oui, c'est pas préalable, puisque dans notre province, précisément dans notre ville de Bukavu, on n'a pas assez de, comment dirais-je, des personnes habilitées à nous dire est-ce que c'est le Covid, tout ça. Au stade actuel, je crois, sans preuve contraire, au l'INB, ça se trouve à Kinshasa, donc ils ont l'obligation de transférer les données récits, ou bien les résultats, ou bien les données conquéries ici, pour aller les examiner là à Kinshasa, et pour en attendant les résultats. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Alors la question à se poser, est-ce que les laboratoires qui sont actuellement ici chez nous, est-ce qu'ils sont efficaces? Est-ce que nous avons, comment dirais-je, des informations qui coulent de la force, de la véracité là-dessus? Parce qu'à mon humble avis, à titre d'information, je me pose cette question et en tant que citoyen et membre aussi d'agents humanitaires, pour moi c'est inconcevable pourquoi
docteur Denis Mukwege est parvenu à démissionner. Mais pourquoi il n'est pas venu à démissionner? Non, pour nous, on ne voit pas, on ne comprend pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au giste? Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. C'est tout ça. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe au giste. Et alors, en tant qu'agent humanitaire, aussi un vrai patriote, je fais rappel à nos compatriotes de respecter les mesures barrières, puisque c'est l'unique solution, qui peut nous aider à bien et à vaincre cette pandémie. C'est tout ce que j'ai à dire, monsieur journaliste. Oui, c'est bon, c'est vrai que ça prête vraiment confusion. Ça prête vraiment confusion parce que nous avons les premiers hommes qui avaient attrapé Covid-19, il paraît qu'il était dans un certain restaurant ici. Mais nous voyons toujours ces restaurants ouvrir. Il y a des gens partout par là, des mouvements dans ce resto. Ça reste ouvert. Je ne sais pas pourquoi. Ça devrait être l'endroit fermé, mais à présent, mais c'est ouvert. Donc, ça prête confusion les histoires qui sont en train de se faire ici à Bukavu concernant la gestion de Covid-19. Bon, on a d'autres questions à poser par rapport à ça. Comment vous voyez les contributions faites par les autorités et les ONG internationales, même les commissions internationales qui appuient les mesures barrières du coronavirus? Est-ce que vous avez déjà entendu d'un quelconque financement et comment ça a été exécuté? Est-ce que ça a été bien exécuté? C'est ce que nous demandons. Si vous avez déjà appris à propos d'un quelconque financement et comment cela a été géré. On commence par les coordonnées. Oui, merci pour la question. Je pense que oui, cette question mérite d'être posée parce qu'il y a actuellement dans le monde, il n'y a rien qui puisse se faire sans financement, sans argent. Et pour les cas de notre province, pour les cas de notre pays, bien sûr qu'il y a des financements. Nous entendons par-ci par-là, l'Union européenne va appuyer la RDC avec OTAN, nous entendons par-ci par-là l'Union africaine, le Maroc tout récemment. Et donc, nous avons aussi suivi, juste peu après la levée du confinement de la commune d'Ibanda, que la Norvège avait disponibilisé 2 millions de dollars à la province, à la seule province du Sud Kivu, 2 millions de dollars. Normalement, là où il y a 2 millions de dollars, on doit sentir, on doit voir, n'est-ce pas? On doit voir comment ça fonctionne, on doit voir comment l'impact de cet argent à la diminution des cas, à la prévention et tout ça. Mais je ne sais pas, Il y a aussi la province de Goma récemment qui a reçu la visite du ministre Eteni Longondo, le ministre en charge de la santé de la RDC, et qui a amené avec lui aussi, je crois, il a fait une enveloppe de 2 millions de dollars. Et je me pose la question, pourquoi seulement à Goma? Pourquoi le gouvernement central a pensé seulement à Goma et non plus à d'autres provinces? Et donc ce sont des interrogations qui sont là, des questions qu'on doit se poser. Est-ce que c'est à Goma? D'ailleurs, si vous regardez très bien, c'est Bukavu qui a plus de cas actuellement, qui est Goma. Et pourquoi seulement le gouvernement central doit privilégier aller appuyer Goma et laisser le Sud Kivu? C'est parce que la Norvège a disponibilisé 2 millions et que Goma n'a rien reçu? Bon, ce sont des questions et moi, mon intervention réside à ce niveau-là. Les interrogations, les pourquoi, la clarté, la transparence dans la gestion des stratégies, dans la gestion des ressources, c'est ça. Donc la population doit être informée, doit connaître ce qui se passe parce que quand vous avez un mandat quelconque, ce n'est pas votre mandat, c'est le peuple qui vous donne ça et il y a ce devoir de redevabilité qui est là. Vous devez revenir au peuple pour donner l'information et dire de quoi il s'agit, comment vous utilisez et comment tout se passe. Et donc, sûrement, il y a des financements. Il y a des financements qui viennent par-ci, par-là. Il y a CICR aussi qui appuie. Donc, il y a UNICEF qui appuie. Et tout ça, c'est peut-être pas suffisant. Mais il y a des financements qui viennent. Quant à leur utilisation, je ne peux pas savoir. C'est à ces utilisateurs-là de ces fonds, à ces gestionnaires de ces fonds-là, qui doivent revenir par devoir de redevabilité et dire
voilà, nous avons fait ceci, dans le cadre de la lutte contre coronavirus. Voilà. C'est bon, je suis ravi par vos propos, mais c'est comme si vous nous dites que vous n'avez pas vraiment des convictions comment on a géré ou comment on gère des financements. Et ce qui est déplorable, parce que quand il y a financement, on doit sentir, on doit voir des choses palpables. Mais au Congo, c'est un peu difficile de voir des choses palpables à l'appui. Vraiment, c'est un peu difficile. C'est ce que vous déplorez. Monsieur Toumba aussi va devoir répondre à la même question. Oui. La question consiste de savoir s'il y a eu des financements pour cette maladie, je crois, si je m'abuse. À mon humble avis, à titre d'information, j'ai été informé aussi qu'il y a quelque chose qui me reste à vérifier, en tant qu'agent humanitaire, certes, mais aussi je me limite à répondre en tant qu'aussi agent humanitaire en disant que nous ESMI, qui est NASBEL, ESMI, nous devons aussi faire quelque chose. Ça peut pas, on ne peut pas nous cacher. Nous devons aussi faire quelque chose. J'en profite pour le dire à la présidente du Cordon. Nous devons faire quelque chose aussi, puisque nous connaissons la situation qui se passe, ce qui se passe dans notre pays, précisément ici dans notre ville de Bukavu, misère, tout ça. Il y a des gens qui sont indignes. Nous devons faire quelque chose. En tant que aussi ASBEL, apporter quelque chose. C'est ça. Alors, je me limite en disant que s'il y a des financements ou bien s'il y a quelque chose, ça serait mieux que ce financement-là qu'on puisse quand même, que ce financement-là puisse se concrétiser en apportant des aides humanitaires à la population. Puisque la population, en majorité écrasante, ça je l'assure, que sont vulnérables. Et nous, en tant que membres aussi, en tant qu'agents humanitaires, ça nous fait mal au cœur. C'est pourquoi, pour venir en aide aux gens et à la population, surtout à cette période du Covid-19. C'est tout ce que j'ai à dire quant à ça, chers journalistes. Merci, monsieur Maître Toumba et chargé des relations extérieures au sein de la SMI. Mais je crois que la fois passée, la SMI avait fait quelque chose sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi ce que vous avez fait sur le terrain, monsieur le coordonnateur de l'SMI? Merci encore une fois pour la parole. Oui, et la SMI a été sur terrain par ses propres moyens, par l'autofinancement. Donc, ces membres, comme vous nous voyez ici, nous avons tous apporté nos petites contributions et nous avions jugé bon d'aller assister nos vieillards parce qu'à un moment donné, tout au début de cette pandémie, le gouvernement avait interdit aux vieillards de plus de 60 ans d'évacuer, de passer dans la ville, de se déambuler, et ils étaient confinés, ils étaient les premiers confinés, et donc nous avions songé aller les apporter quelque chose pour soulager leur souffrance. Nous avions acheté quelques vivres, et nous les avons sensibilisés pour les mesures de barrières. Et c'était en date de 21 avril, si je ne m'abuse, tout au début là, de la pandémie. Et nous continuons à aller sur le terrain, à parler de cette maladie-là, comment se prémunir, comment se protéger. Merci. Je suis vraiment ravi de ces sujets maintenant. On a un tout petit peu diminué notre sujet. On va entrer aux deuxième phase maintenant, qui est la phase du patriotisme en soi. Le patriotisme en soi, c'est quoi le patriotisme en soi? Et je commence par Maître Toumba, qui va nous dire en peu de mots le patriotisme, c'est quoi en soi. Oui, merci aussi pour la parole et pour ne pas vilipender les propos de notre codo, j'aimerais aussi ajouter quelque chose sous forme d'ajout, puisqu'il a omis de dire que nous, en tant qu'ASBEL, même si on s'autofinance, nous aurons besoin de quelques soutiens, tant matériel que financier, même moral, à travers des conseils. À notre égard, ça nous aidera. Comme on le dit toujours, l'union fait la force, ça nous aidera de bien combattre cette pandémie qui est en train de ravager tous les pays du monde. C'est un peu ça.
Alors, pour répondre à votre question, ce qui concerne le patriotisme, en un mot, je dirais que le patriotisme, c'est l'amour qu'on apporte dans son pays, c'est l'amour qu'on a envers notre pays. Notre pays, nous, en tant que citoyens congolais, donc nous des patriotes, parce que nous avons l'amour, et cet amour doit être inconditionnel à mon égard, doit être inconditionnel, conditionnel, mais aussi, je devrais préciser quelque chose en tant que juriste, que en état conditionnel, il y a aussi le respect, nous devons s'assujettir au respect des normes, y compris des règles éditées par notre constitution, y compris même nos lois, pour nous permettre de développer et d'aimer encore plus notre pays. Et en quelques mots, en grosso modo, c'est tout ce que je peux dire, sous réserve d'être complété par notre cher Cordo, cher journaliste. C'est un peu ça. Merci. C'est vraiment ravi de votre réponse. Et nous posons la même question à notre président, à notre coordonnateur de SMI. Oui, monsieur le journaliste, le patriotisme face à cette gestion, donc le maître a tout dit. Je ne voudrais pas revenir sur ce qu'il a dit, mais moi j'aimerais faire cette allusion par rapport à la gestion de Covid-19. Donc l'amour de sa patrie, l'amour de son pays doit se caractériser par l'amour de son peuple, par l'amour de ce qu'ils l'ont fait. On est médecin, on s'approprie la vie de ses patients, on s'approprie la vie de ses contaminés, on s'approprie des financements qu'on a amenés pour que ça soit bien utilisé dans l'efficience, dans toute efficacité. Et c'est donc ça la liaison que nous avons. Est-ce que, c'est la question que je pose à nos internautes, nos chers internautes, tous ceux-là qui nous suivent, est-ce que nous tous, nous appliquons ce patriotisme-là par rapport à la gestion de Covid-19? Est-ce que, quand on nous dit de respecter les mesures d'hygiène, les mesures de barrières, est-ce que nous les faisons? Avant de monter sur un camion, bondé de gens, sans masque, en train de crier toute la ville, et pourtant il y a une maladie, tu ne sais pas si tu es contaminé, et que si tu cries, tu peux contaminer quelqu'un d'autre. Ça, c'est cet appel-là au patriotisme. Aime ton pays, aime la vie de ceux-là qui t'appellent à monter sur ces camions-là et refusent, dit non, moi j'aime mon pays, je vais voir encore cet ingénieur, je vais voir encore ces juristes, je vais voir encore ces maçons, je ne voudrais pas les tuer. Et c'est donc ça. Comment on peut vivre ce patriotisme-là. Donc, il faut vraiment que chacun, à ce qui les concerne, puisse faire intérioriser cet amour-là de son concitoyen, intérioriser cet amour-là des édifices publics, d'intérioriser ce respect-là des biens publics, de l'argent public, de bien autoriser le respect de tout ce qu'on a appelé à gérer comme mandataire. Et donc, c'est ça, pour moi, le patriotisme, parce que sous réserve de ne pas vouloir revenir sur ce que notre conseil juridique a dit. Et donc, c'est ça, pour moi, ce parallélisme que j'ai à faire par rapport au patriotisme. Et comment doit-on vraiment, selon vous, vivre ce patriotisme-là dans nos sociétés? C'est ce que je viens de dire. Donc nous devons nous approprier, savoir que nous sommes une communauté, nous identifier, dire qui je suis, qui suis-je, est-ce que moi en tant que Bukavien, quelles sont les valeurs, qu'est-ce qui me lie à Bukavu, et aimer ces Bukavu-là. Donc vous trouverez que ce sujet, ça revient. Donc le patriotisme, la gestion de Covid-19, l'affirmation de son identité politique, culturelle, politiquement parlant, savoir que j'ai des autorités qui sont là, qui sont appelées à me diriger. Je reviendrai à ce qu'un jour notre autorité provinciale avait dit, disant que vous vous rendez compte? Donc, diriger des gens qui n'acceptent pas d'être dirigés. Politiquement parlant, on ne se connaît pas, on ne se définit pas. C'est comme si vous refoulez cette autorité de l'État. Acceptez que politiquement, je suis dirigé par tel. Et identifiez-vous dans ses valeurs, dans son idéologie, dans la forme de notre État, dans les principes, dans la loi même fondamentale de notre État. Donc nous, si on est un État démocratique, savoir la démocratie c'est quoi, c'est tout ça. Donc comment on peut vivre ça? Comprendre d'abord ce qu'on doit aimer, parce que tu ne peux pas amener à aimer le Congo. Si par exemple, nous avons dit que cette émission est une émission qui concerne tout le monde, n'est-ce pas? Et cette émission qui concerne tout le monde, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'aimer Congo et il ne sait pas Congo c'est quoi.
République démocratique du Congo. Pourquoi on appelle République démocratique du Congo? La forme de cette République démocratique du Congo, c'est quelle forme? Les valeurs que la Conseil de cette République démocratique du Congo est mise, ce sont quelles valeurs? Donc, nous devons vraiment chercher à faire connaître aux gens pour se connaître, pour s'identifier, pour avoir cette identité politico-culturelle. Et donc, nous devons vraiment nous connaître d'abord, nous poser la question, qui suis-je? Qui suis-je? En tant que Boukavien, si on doit me dire Boukavien, ça signifie quoi Boukavien? Donc, cette identité, c'est tout ce que j'avais à dire, ce parallélisme-là, et c'est comme ça que nous devons vivre notre amour du patrie, notre amour de notre identité, de notre pays. Et la même question sera posée au maître Toumba et conseiller des affaires extérieures de la SMI. Oui, merci aussi pour la question. À mon humble avis, je pense que le code de l'a tout dit. Néanmoins, j'aimerais préciser quelque chose, puisqu'en état un vrai patriote, en vertu aussi de l'amour qu'on doit à notre pays, il faut savoir connaître des Congolais. Et en tant que des Congolais, ça veut dire on est une population congolaise, quelque mots. Et une population congolaise a ses cultures qui nous permet aussi de s'identifier, comme le Kodo l'a dit, mais aussi ce que j'aimerais ajouter pour ne pas l'interpréter, pour ne pas répéter ce qu'il vient de dire, c'est que en tant que population, nous devons savoir que il n'y a pas de population, il n'y a pas d'État sans population. Donc pour qu'il y ait un État, il faut avoir une population. Et la population, d'après un doctrinaire que je respecte beaucoup, il fut magistrat, c'est Toumba Luaba, un doctrinaire. Toumba Luaba Lumu, dans son ouvrage Droit constitutionnel général, et à la page 34, il a très bien précisé en disant que la population, pour lui, c'est comme deuxième élément constitutif même de l'État. Et ça lui confère une souveraineté rationnée personnelle. Alors, je rappelle, je viens ici pour interpeller toute la population congolaise en général de prendre conscience de notre patrie, y compris aussi de nos cultures, et valeurs, tout ça et autre chose pour permettre à notre pays d'aller de l'avant. C'est un peu ça quelques nuances que j'avais à soulever quant à ces chers journalistes. Merci. Merci. Et maintenant, la dernière question. Quel parallélisme faites-vous entre vivre ensemble et l'affirmation de son identité politico-culturelle? Le parallélisme est simple, donc c'est de là où j'étais, c'est connaître, d'abord c'est connaître. Moi je suis Boukavien, mais je suis ouvert, il faut que les gens, je ne peux pas m'enfermer. Je suis Boukavien, mais quelqu'un peut venir de Gisenyi ici et vouloir vivre à Bukavu. Quelqu'un peut venir d'Ouvira et vouloir vivre à Bukavu. Mais il vient en tant qu'étranger. Moi je suis Boukavien, je dois m'assumer. Je ne dois pas aimer Bukavu de la même façon que lui doit aimer. Je n'ai pas les mêmes devoirs que celui-là. Je n'ai pas les mêmes droits que celui-là. Donc le parallélisme que moi j'ai à faire par rapport à ça, c'est me connaître, m'identifier culturellement. Ma culture à moi, comme cher Toumba l'a dit aussi, ma culture, mes valeurs, les principes de Boukavien ne doivent pas nécessairement être ceux de celui-là qui vient. Nous devons promouvoir nos cultures pour que celui-là qui vient puisse s'en imprégner et les aimer aussi pour avoir envie de protéger Bukavu, de protéger notre pays. Et donc je veux ajouter une chose, c'est que l'encadrement doit être fait par rapport à ça, et l'encadrement ne doit pas être seulement l'apanage des autorités politico-administratives. C'est l'apanage de nous tous, comme Maître l'a dit, c'est l'apanage de nous tous. Nous devons tous sensibiliser pour aimer notre pays, tous sensibiliser pour avoir cet esprit patriotique-là. Donc, les partis politiques, par exemple, ne doivent pas avoir seulement cette ambition de
de conquérir, d'exercer, de durer, de perdurer au pouvoir. Ils doivent aussi avoir comme ambition, comme mission, d'éduquer, d'amener les gens à aimer à vivre ensemble, à aimer à faire cette part de choses, à comprendre qu'on est Boukavien, qu'on est Congolais, c'est ça notre terre, et que jamais Rwanda sera notre terre, Burundi sera notre terre, mais c'est ici où nous devons construire, c'est ici où nous devons aimer, c'est ici où nous devons bien gérer quand il y a l'argent, quand il y a du financement, quand il y a de l'argent de l'État, nous devons savoir comment gérer, quand il y a des associations, nous devons vraiment aller dans le but que nous avons à aider nos compatriotes à bien œuvrer pour les droits humanitaires. Merci, merci. La question sera aussi posée au maître Toumba et les chargés des extérieurs au sein de la SMI. Oui, aussi, merci, chers journalistes, pour la question. À ce qui concerne cette question, je pense que ça serait mieux de faire un petit commentaire en disant que nous devons être fiers d'être Congolais. Nous devons être fiers d'avoir la nationalité congolaise. C'est pourquoi, en vertu de cela, nous avons aussi des obligations à faire et à respecter, pour que même nos voisins, même nos amis, même nos invités puissent nous respecter et puissent même imprégner ces attitudes qui est dans notre égard bonne et sans avantage au développement de notre pays. Je pense qu'il y a quelques mots, c'est tout ce que j'avais à dire pour ça, chez journalistes. Merci, pour merci. Pour ne pas interpréter aussi les codes. Oh, il n'y a pas de problème, merci. Merci parce qu'on dit que la tautologie n'est pas aussi bien. Ok, nous sommes presque à la fin de notre émission, mais avant de finir, il y a une question qu'on pose toujours pour voir comment, si vous connaissez votre pays, votre province, là où vous habitez. Maintenant, la question est celle-ci. Elle sera un tout petit peu complexe parce qu'elle sera en langue maternelle, mais ça concerne tout simplement notre ville. La question est de savoir si vous connaissez l'historique de Nyawera, parce que Nyawera c'est juste à côté ici, à côté du marché de la ville d'Ibanda. Il y a au moins quelques marchés, mais Nyawera c'est juste ici à côté. Alors si vous connaissez l'historique, vous pouvez tout simplement nous dire l'historique de Nyawera, ou si vous connaissez la signification. On commence par Maître Toumba. C'est un peu étrange d'attendre cette question, hein, oui. Parce que pour moi, je ne vais pas me poser des questions. C'est un peu ça. Non, vous savez, je vous remercie. Si vous ne connaissez pas la question, et surtout que j'ai insisté sur l'historique, parce qu'il y a des places qui sont vraiment importantes à cause de l'aide historique. Si vous m'accordez parce que la place de l'indépendance, c'est une place comme les autres, mais ça a une historique bien connue, et qui peut ne pas être connue par tant d'autres, mais c'est connu par d'autres et ça fait vraiment la fierté de la ville de Bukavu. Bon, je vais vous dire la réponse, parce que c'est comme si vous ne connaissez pas la réponse, c'est pourquoi vous êtes acharné. Mais ok. Journaliste... Et puis, je repose la question au cordeau. Oui, c'est cette rubrique dans cette émission me fascine toujours. Parce que la raison de cette question, c'est que c'est aussi une émission qui doit former les gens par rapport à l'amour de leur patrie, oui. Mais aussi par rapport au civisme, quoi, tel que stipulé dans les statuts de la SMI. Mais sans pour autant vous mentir, mon cher journaliste, moi aussi je ne sais pas répondre à cette question. Je suis aussi né à Bukavu, dans une des communes ici à Bukavu. Et ça fait longtemps que j'ai vécu dans la commune d'Ibanda. Mais je ne connais pas vraiment l'historique de cette place. Mais tout ce que je peux dire, c'est que généralement, les places d'ici à Bukavu portent les noms de certains notables, comme Nyalukemba, le quartier Nyalukemba. Ça porte le nom d'un notable. C'est M. Nyalukemba qui vivait là-bas auparavant.
Et moi, je m'en vais dire que je suppose, pour ne pas tromper l'opinion des internautes, je suppose que Nyawera porte aussi le nom d'un notable qui avait quitté quelque part, qui portait le nom de Nyawera. Je vous préviens aussi, messieurs les journalistes, à la prochaine, posez-nous des questions que nous serons... Donc la balle est entre les camps des internautes. Allez-y aussi trouver, si vous avez une bonne réponse à donner, donnez-la. Et nous serons contents à la prochaine émission d'être édifiés par vous. Voilà, merci, monsieur le journaliste. Chez journaliste, si vous me permettez de me le dire, vous êtes très satisfait. Ok, merci aussi. Comme j'avais toujours la parole, je disais que mon cher ami journaliste nous parlait des marchés du Nyawera comme une place. À mon humble avis, sans preuve contraire, puisque je suis né de cette commune, notamment notre commune, précisément notre commune, cette commune d'Ibanda, et nous reconnaissons tous que Nyawera est bel et bien un marché public. Contrairement de la place Muziro qui se situe tout près du marché de Nyawera. Alors, c'est ça mon inquiétude. Et ce sont des questions que j'aimerais assez que notre cher journaliste puisse nous éclaircir quant à ça. De savoir parce que c'est un marché ou quoi? Est-ce que ça devient une place? Et un marché à côté de notre marché, de la commune d'Ibanda. Pour moi, c'est inconcevable. Je n'arrive pas à comprendre ce genre de choses. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi, heureusement, nous sommes avec un journaliste qui est un peu compétent et pertinent là-dessus. Peut-être qu'il a d'autres choses à nous dire. Nous patientons sa réponse avec plaisir. Mais aussi, je devrais préciser pour finir que, en parlant aussi de... Bon, je pense que j'ai tout dit. Pour ne pas perdre beaucoup de temps, puisque l'émission doit être réglementée et nous avons des temps qui sont très précis à notre égard. Ok, merci. Comme je disais que Nyawera est une place parce que Nyawera a beaucoup de spécialités. Quand vous l'appelez place Muziro, on l'a appelé comme ça parce que le monseigneur Muziro était mort là-bas. Et c'est pourquoi on l'a appelé place Muziro. Mais l'allusion dont je fais maintenant, c'est Nyawera. Nyawera était appelé Nyawera parce que ça vient d'Imachi. Nyawera veut dire c'est ici où on va mourir. C'était à l'époque de nos aïens. C'était à l'époque de nos aïens quand les Rwandais se battaient avec les Congolais. Les royaumes Chi se battaient avec les royaumes du Rwanda. Alors, quand ils se battaient, les royaumes rwandais semblaient prendre de l'avant sur les royaumes des Congolais. Alors, les Congolais se sont dit, maintenant vous voyez, ils sont en avance avant nous, mais c'est ici où on va mourir. En tout cas, notre résistance sera l'ici d'ici, on mourra ici. Soit on meurt ici, soit notre patrie se termine par ici. C'est pourquoi ils ont dit, c'est ici où on va mourir. Nyawera veut dire, c'est ici où on va mourir. C'est là la quintessence de Nyawera. C'est pourquoi je vous ai demandé ça, parce que j'ai un jour suivi à la radio les historiques. Il y a un historien qui fait toujours des historiques à la radio. Et moi, un jour, j'ai suivi à la radio. Il a parlé à propos de ça. Et je croyais que vous aussi, vous pouvez savoir ça. Ou vous connaissez la langue Chi, vous pouvez savoir Nyawera veut dire quoi. C'est pourquoi j'ai intrigué cette question. Et en conclusion, j'aimerais que vous puissiez nous faire votre conclusion par rapport à l'émission, par rapport à tout ce qu'on a débattu. Nous commençons par les cordeaux de la SMI. Oui, merci très cher journaliste. Nous vous remercions. Notre dernier mot, c'est celui de vous remercier, de nous avoir invités et de vous encourager également à continuer votre tâche. Ce n'est pas une tâche facile, éduquer et informer, et pour que les gens puissent comprendre tout ce qui se passe autour d'eux, puissent être formés, être au parfum des actualités nationales, l'actualité nationale, internationale.
mais aussi savoir comment ils doivent se comporter. Je ne peux que dire merci et vous encourager et donner peut-être le numéro de la SMI. La SMI, nous avons dit que c'est Social Mountain of Intervention. C'est une montagne sociale, des gens qui se mettent ensemble, des jeunes, des vieux, des papas, des mamans, pour constituer une grande montagne, afin de venir en aide, afin de protéger, afin de défendre les vulnérables et de leur offrir une vie tant soit peu meilleure. Et donc le numéro, si vous voulez nous aider, vous voulez appuyer les activités de la SMI, nos numéros sont les 081 12 73 272. Ça, ce sont les numéros de l'organisation. Et nous vous remercions beaucoup de nous avoir suivis. Et que toutes personnes qui aimeraient me contacter, qui voudraient à ce que je puisse intervenir, même chez lui, qu'on puisse faire l'émission avec lui, mon numéro c'est le 097 333 28 09. Je dis bien ce numéro RTL 097 333 28 09. Tout est bien qui finit bien. Nous voici enfin à la fin de notre émission Congo Amour. Merci pour vous les internautes. Merci à ceux qui vont aimer. Merci à ceux qui vont liker. Merci à tout le monde. Et à la prochaine. Ça sera le dimanche et l'autre mercredi comme aujourd'hui. Bye bye. Ciao.